Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. La Comédie Française présente Quelle comédie, un podcast produit par Judith Chen et réalisé par Andrea Vilchange et Zélie d'Allemagne. Et bienvenue, c'est Quelle comédie, le podcast. Chaque semaine, un coup de projecteur sur ce qui fait l'actualité de la comédie française, sur ceux qui font la vitalité de la comédie française. Au micro, comédiennes, comédiens, sociétaires, pensionnaires, académiciens, metteurs en scène, scénographes, traducteurs, dramaturges, costumiers. Bref, le temps d'une conversation à deux ou trois, Bélindola et moi-même en alternance, avons le plaisir de mettre en lumière cette ruche nichée au cœur de Paris, mais aussi accessible en région et à l'international grâce aux tournées de la troupe, aux retransmissions, radio, télé ou cinéma. À l'affiche de cet épisode de Quelle comédie le podcast, une création à découvrir au Studio Théâtre à partir du 21 septembre et jusqu'au 3 novembre, Omar Jo, son manège à lui. Un spectacle qui est signé Guy Zilberstein, d'après le très beau livre d'André Chédid, L'enfant multiple. Pour en parler, j'ai la joie d'être en compagnie d'Anne Kessler. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la 488e sociétaire de cette belle maison. Vous réalisez ici la mise en scène de ce spectacle. Et Claire de la rue du Camp, bonjour. Bonjour. Vous êtes pensionnaire de la maison et dans ce spectacle, vous jouez le rôle d'Adèle. Alors, grâce à vous deux, nous allons pouvoir écouter, voir cette création, écouter ce qui en fait sa poésie, voir aussi dans notre imagination quelques images de ce voyage. C'est un voyage de forme un peu palimpseste. Il y a de la fiction, il y a des témoignages réels, il y a le texte d'André Chédid. Peut-être Anne Kessler, pour commencer, nous expliquer un peu la genèse quand même de ce projet. Comment est-ce qu'il est né et de quoi il est fait? Il est fait les gens vont assister à une séance de travail. Évidemment, le cœur de ce travail, c'est le roman d'André Chédid, L'enfant multiple. Sa poésie extraordinaire. Et André Chédid s'est attaché à nous raconter un petit garçon qui a perdu son bras et ses parents dans la guerre du Liban et qui va venir à Paris, qui va rencontrer un forain. Et c'est l'histoire de cette rencontre. Mais ce que les gens vont voir, c'est des gens qui travaillent autour de ce roman. Ils fabriquent des podcasts sur les enfants de la guerre. Et ce dernier podcast, qui est le dernier de la série, est tout à fait original pour ces podcasts, puisque là, la réalisatrice, la créatrice, Claire, qui est jouée par Claire de la rue du Camp, va se servir d'un personnage de fiction et non pas d'un personnage réel, comme elle l'a fait dans les autres podcasts. Et donc, c'est une réflexion sur la force de la fiction, la force de la réalité, la force de la poésie. Et dans ces temps où, dans certains pays, on sait que dire de la poésie, c'est condamnable et on peut avoir de graves ennuis, la poésie fait effet de lumière, de rempart, de bouclier, d'espoir. Et c'est un peu le message de cette pièce. Vous mettez en scène ici, Anne, c'est pas la première fois que vous mettez en scène, c'est aussi un travail que vous aimez beaucoup faire. Les comédiens semblent avoir, et vous me direz, Claire, mais grand plaisir à travailler avec vous. J'ai eu la chance d'assister à une séance de travail et on voit qu'il y a vraiment ce désir aussi de construire ensemble. Est-ce que vous diriez ça? Que Anne est quelqu'un qui aussi permet à l'acteur d'accueillir, enfin, de chercher, de réfléchir, d'être en cheminement? C'est peut-être une question pas facile. Non, si, c'est évident. Et de toute façon, ça se sait. Les acteurs adorent travailler avec Anne Kessler. Et c'est une chance. Mais vraiment, j'en ai complètement confiance. Je le désirais et c'est en train de se passer. Et c'est bien. Enfin, le travail est en cours et non, mais je me régale. Anne, elle accueille tout. Elle a quelque chose d'extrêmement fin, de généreux et qui je trouvais une marque de grands metteurs en scène, c'est de grandes metteuses en scène, c'est d'accueillir, d'écouter l'acteur, de le guider sans qu'il s'en rende compte. Enfin, c'est merveilleux. C'est une vraie chance. Et c'est un bonheur pour vous d'avoir aussi donc, cette chose à malaxer, qui est autre chose que quand vous-même vous êtes sur scène. Là, c'est vous aussi, donc c'est une connaissance du plateau, c'est une connaissance de l'acteur. C'est un côté où on va, j'y pense, mais on fait accoucher un spectacle
et des acteurs accoucher de leur personnage, quoi. C'est-à-dire que là, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai un trio qui fonctionne si bien et qui s'entend si bien, qui est donc Baptiste Chaboty et Dominique Parent. Et je pense qu'un acteur qui lit et qui dit oui, c'est comme si ça y est, c'était fait. Maintenant, il va falloir réaliser sa lecture. Il va falloir, mais donc ne rien abîmer de son rêve quand il a lu et qu'il s'est projeté et qu'il s'est dit ah oui, ça, je me vois bien le faire. Donc moi, je fais confiance au oui, au premier oui. Vous parlez de ce texte d'André Chédid, on n'a quand même pas parlé du travail qu'a fait Guy Zilberstein. Je pense que c'est important de parler aussi de lui, de son rôle, d'abord parce que c'est un compagnon de route d'une quinzaine d'années déjà. Vous avez joué ses pièces, vous avez déjà collaboré ensemble à la dramaturgie, à la scénographie, c'est quelqu'un que vous connaissez bien. Et ici, en fait, le texte que l'on entend, je disais qu'il avait quelque chose de palimpseste, il y a du Chédid, il y a du Zilberstein. Oui, c'est de plus en plus quand je lis, je vois à quel point Guy a tendu la main à André, enfin il a honoré André Chédid, je le ressens chaque jour. Il lui a tendu la main et ses mains dans la main qu'ils vont raconter cette histoire. Et puis c'est vrai, au début on entend quand c'est Guy Zilberstein, on entend quand c'est André Chédid. Et ce que je trouve très beau, c'est qu'à la fin on n'entend plus, on se demande si c'est André Chédid ou si c'est Guy Zilberstein. Et puis à la toute fin, André Chédid gagne. Parce que grâce à sa poésie, à sa littérature, on ne sait plus si ce qu'elle raconte est vrai ou si c'est de la fiction. Finalement, ce que voulait prouver Guy Zilberstein existe. Oui, ça c'est la question de la réalité de la fiction, c'est Elvis, le personnage d'Elvis, qui pose cette question, comment mêler dans un même projet réalité et fiction. Je me suis dit que c'était une question que vous aviez dû vous poser vous aussi, Anne, avec Guy. Comment mêler dans un même projet la réalité et la fiction, la réalité d'un texte qui existe et la fiction de... C'est toujours pareil, je crois qu'au début on se dit, on sait ce qu'on ne veut pas, c'est-à-dire qu'on ne veut pas adapter au premier degré, donc on enlève tout ce qui va être trop premier degré, enfin premier degré c'est toujours du premier degré, mais voilà, on va pas coller à l'histoire et on va on va essayer de voir ce qui se passe dans la tête de quelqu'un. Moi, je pense qu'au théâtre, la plus grande des cascades, c'est voir quelqu'un réfléchir, penser, trouver, découvrir. Et ça, Claire, c'est le monde d'Adèle un peu. Hein. Ouais, on l'expérimente. Mais nous, c'est drôle parce que moi, j'ai mis du temps à comprendre de quoi il s'agissait, de quoi en parler en fait, parce que Anne, c'est très malin pour nous parce qu'on est dans un univers, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment, on fait un podcast et c'est génial parce qu'on a l'outil, on est dans un studio, tout ça on nous est connu, en plus c'est familier. Donc ça c'est la scénographie. C'est la scénographie, on est dans un studio et on enregistre un podcast. Donc, ce qui est génial, c'est que c'est un processus de création. Donc nous, on a tous les codes, on a les codes, on emprunte ces codes. Donc c'est un segment d'1 heure où il se passe l'enregistrement d'un podcast. Mais tout ce qu'on brasse dedans, c'est pas qu'on se rend pas compte, mais c'est tellement bien, c'est ce qu'on disait sur Guy Zilberstein, André Chédid, ça communique tellement simplement. Et en fait, on part au Liban, on parle des enfants de la guerre, on parle de sujets très graves, et ça se fait simplement, avec distance, avec sérénité, avec calme, mais on traverse quelque chose en 1 heure. C'est des formats qui sont impressionnants, c'est comme les courts-métrages, comment on raconte quelque chose d'abouti, qui évolue et qui, en si peu de temps, 1 heure, c'est quand même un format particulier, et on traverse quelque chose, quoi. C'est vraiment... Mais nous, moi j'ai mis du temps même à connecter avec le Liban, presque à connecter avec André Chédid, ça venait petit à petit, et Anne, pour ça aussi, elle distille comme ça des... J'ai commencé ça est venu petit à petit, et c'est parfait. Ouais, parce qu'on grandit ensemble. Mais je voulais dire aussi que la venue de Claire de la rue du Camp sur cette histoire, elle est quand même formidable parce que je lui avais envoyé un dessin que j'avais fait autour d'un poème d'André Chédid, comme ça, parce que ce poème me plaisait, j'avais dessiné quelque chose et je lui ai envoyé. Et elle a été extrêmement sensible et elle a voulu, elle m'a dit, mais je ne connais pas assez bien André Chédid, qu'est-ce que tu me conseilles de lire ? Mais ça, il y a 3-4 ans. Donc j'ai mis ça dans mon cœur, dans ma tête, et je me suis dit, ça c'est la réaction que je préfère, ça veut dire qu'elle a bien entendu que c'était pour André Chédid que j'ai fait ce dessin. Et après, le hasard a voulu que
que André Chédid vienne au Studio Théâtre. Ce qui est très beau aussi dans ce spectacle, parce que vous parlez de dessin, vous avez cette fantaisie aussi, Anne, de dessiner, d'incorporer des images, des mémélés aussi, peut-être le corps qui danse, la calligraphie, des choses vraiment dans les spectacles. Et dans ce spectacle-là, qui est donc, comme vous le disiez Claire, un podcast en train de naître, en train de se faire, où on est donc aux prises des réflexions des uns et des autres, et où finalement ils se découvrent, parce que la manière de travailler est très intime, et en fait, on se dévoile beaucoup dans sa manière de travailler. Il y a donc la place pour des errements, j'oserais dire, pour des errements, pour des réflexions, et donc peut-être des images qui vont être proposées comme ça. Peut-être qu'on peut décrire, pour ceux qui nous écoutent aussi, un peu le dispositif, parce que vous avez parlé de ce studio, mais entre le studio et nous, il y a quelque chose. Parce que moi, je ne vois pas. Oui, il y a un tulle, peut-être que ça serait intéressant de connaître l'impression de l'acteur derrière ce tulle. Il y a un tulle qui sépare, qui peut représenter aussi la vitre qui est entre l'enregistrement et les techniciens qui travaillent. Et en même temps, Guy Zilberstein a voulu que le plateau ressemble un peu à la couleur du studio pour qu'on ait une sensation de continuité quand même. Et vont se projeter, parce que beaucoup d'images vont être projetées, mais ce seront des images mentales, de ce que les acteurs peuvent se dire, se représenter. Si par exemple un acteur dit « oui, ça me rappelle mon père », on va voir qui est son père mentalement. Les enfants où ils vont se représenter le manège, ou comment, ou par exemple Adèle qui réalise un podcast, elle se verrait bien aussi réalisatrice de films, et donc on la voit aussi en réalisatrice. Et c'est des images de fantasmes, de mental, et ça se comprend parfaitement. Et Guy Zilberstein avec Pierre Achache, qui a réalisé les images avec l'intelligence artificielle, on en projette quelques-unes qui sont pensées, mais qui sont vraiment venues de ce processus-là, parce que on considère qu'aujourd'hui c'est la modernité, ce qui nous fait peur. On ne sait pas ce que ça va devenir, cette chose-là, comment on va être manipulé. Et le podcast aussi nous semble une façon très moderne de raconter les histoires, quand on voit tout le monde dans le métro avec ses oreillettes en train d'écouter ces histoires. Oui, ça ouvre énormément. Nous, parfois on passe dans la salle pour voir ce que c'est, mais on les sent, les images, on ne les voit pas comme vous les verrez, mais ça ouvre énormément, parce que c'est des images qui elles-mêmes sont le résultat d'un processus créatif. Et nous, on est dans un studio, un lieu clos, on le sent, mais comme quand on travaille là, même tous les gens qui sont dans cette salle... C'est comme le studio 37. Oui, voilà, on a tous nos esprits qui sont aussi un peu ailleurs, et c'est très beau de réussir à évoquer tout ce que le travail évoque, voilà, avec 3 entités. Donc c'est tellement vaste, en fait, ce qui se passe. Oui, parce que ces 3 entités, il y a donc vous qui êtes la réalisatrice, et il y a Baptiste Chaboty qui est Elvis, qui est le comédien que vous avez choisi pour incarner cette histoire, et puis il y a Dominique Parent, le directeur du son. Exactement. Je reviens un instant sur les errements, parce que Adèle, elle vit ça. Adèle, elle est vraiment dans la réflexion. Elle marche même en réfléchissant. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans ce travail-là aussi, j'allais dire même dans le corps, quoi, cette manière d'incarner sans forcément parler la pensée, la réflexion. C'est le texte le fait venir tout seul. Il y a aussi encore une fois ce lieu. Je sais pas, j'y reviens beaucoup, mais c'est vrai que de se déplacer dans un studio, c'est pas intime. C'est intime. On enlève ses chaussures. En plus, c'est un endroit où on est déjà venu plusieurs fois. C'est notre 5e podcast. Il y a un rapport au lieu qui est familier. Et il y avait, Anne nous avait fait écouter André Chédid, et qui parlait de sa légitimité à parler d'un conflit au Liban, elle-même l'ayant quitté. Et il y avait cette question-là de la légitimité de parler de ça, qui pour moi était pour nous encore plus loin. Et Adèle le dit dans son texte, tous les moyens sont bons, reportage, mythologie, performance, tout du moment qu'on parle de l'essentiel, de la vérité. Et donc ça m'a beaucoup aussi détendue. Donc j'ai accepté
de m'émouvoir comme ça venait et comme Anne me laissait vivre. Donc, voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a une question qui semble centrale dans cette création, cet Omarjo, son manège à lui, et qui vous incombe beaucoup, à vous, Adèle, c'est la question du juste. Ouais. C'est quoi ce qui est juste? Ouais. Bon, on a beaucoup parlé de ça. Des films, on a fait beaucoup référence aux films sur la Shoah. On parlait des critiques ou comment c'est reçu, comment on peut en parler, comment on a le droit d'en parler. C'est des questions qui sont fondamentales et que le spectacle pose. Et on en parle. Enfin, on ne crée pas de vérité définitive, mais c'est hyper intéressant. Ça brasse tout ça, quoi. Oui, c'est vrai que si on, à travers l'enfant dans la guerre, on est obligé, si on regarde ça en face, de redire une nouvelle fois l'absurdité de la guerre, à quel point l'enfant, qui vraiment n'a rien à voir avec ces conflits, est toujours la première victime. Donc à partir du moment où on fait ce grand écart entre le fait qu'il est la première victime et qu'il n'a absolument rien à voir avec ça, ça peut quand même faire réfléchir, réfléchir sur cette absurdité qu'est la guerre. Elle nous entoure en ce moment partout. Donc malheureusement, en ce moment, le sujet est brûlant. Parce que dans cette porosité comme ça entre fiction et réalité, c'est vrai que la question se pose de pourquoi Omarjo et pas Élie. Ça aussi, peut-être qu'on peut l'expliquer à ceux qui nous écoutent pour qu'ils voient quelle tension aussi existe dans le texte. C'est-à-dire qu'il y aura eu d'autres possibles. Donc il y a un vrai choix, c'est le choix d'Adèle. Oui, c'est le choix d'Adèle. Mais c'est ce que dit Anne, c'est la poésie. C'est ce qui peut nous sauver, c'est la poésie. Et ça aussi, j'ai mis du temps à l'entendre, et Anne, qui le savait très vite, l'a répété. Il y a un moment dans le travail où c'est devenu le cœur du sujet, du spectacle, la poésie. Et mais ce processus de création, tout ce qui fait réfléchir, il est très juste. Et en fait, n'importe quel spectacle, n'importe quelle création d'un objet culturel, on se pose ce genre de questions. Comment faire? Comment toucher ce qu'on veut toucher? Quel est notre cap? De quoi on parle réellement? Enfin, c'est des questionnements de création. Oui. C'est juste. Et sur le juste auquel vous faisiez allusion, que ce soit vrai, bon, mais que ce soit juste, c'est ça l'important. On peut faire comprendre quelque chose avec des éléments totalement inventés. C'est-à-dire quand, encore une fois, il y a un peu d'invention, un peu de réalité et beaucoup d'imagination. Et en tout cas, pour faire travailler aussi l'imagination du spectateur, pour qu'il aille très loin, pour qu'il comprenne qu'il est absolument concerné aussi. Oui, ça c'est aussi ce que nous montre ce que normalement on ne voit pas, c'est-à-dire le travail en train de se faire, parce que ce podcast il est donc réalisé sous nos yeux et nos oreilles, avec les bonnes prises, les mauvaises prises, les questions qui se posent entre les prises, donc il y a un côté laboratoire, et à la fois le fait que ce soit un laboratoire et le fait que ce soit un texte poétique, on est dans tous les possibles, en fait. C'est-à-dire, le laboratoire permet tout, et la poésie aussi, peut-être. Donc, vous parliez de cap, faut pas se perdre quand tout est possible. C'est quoi le cap? Quel a été le cap? Enfin, vous êtes encore au travail, mais quel est le cap, justement, pour pas se perdre dans tous ces possibles? Oh, je pense qu'on était quand même très structuré par ce qu'a écrit Guy Zilberstein et je crois que oui, comme je vous disais, moi je suis dans la confiance. C'est pour ça que j'aime travailler, parce que la confiance est un sentiment qui fait avancer, qui fait du bien. Moi, j'ai énormément confiance. Je fais pas, mais j'ai énormément confiance dans les interprètes. J'ai énormément, quand je choisis un texte, après je lui fais entièrement confiance, et je me dis que la personne qui a écrit a une longueur d'avance sur moi et
que moi je vais la rejoindre, et je la rejoindrai peut-être à la 30e représentation sur certains points. J'ai vu tout au long de mes années combien, en tant qu'interprète, je peux tout à coup comprendre un texte, et au bout de 40 représentations, donc voilà, Molière avait compris avant moi tellement de choses que je me laisse aussi porter, et donc je fais énormément confiance à la structure, et je sais que Guy Zilberstein sait raconter les histoires, sait donner une sensation de joie à la fin en se disant ouais, j'ai compris ça, ou ah, merci de m'avoir fait faire ce voyage. Oui, des moments d'éclosion comme ça. C'est comme, j'ai un peu la sensation d'un labyrinthe. Donc c'est déjà, la structure est faite, il y a des chemins dedans qui sont tracés, il y a peut-être plusieurs voies, il y a les bonnes, et parfois on s'engage dans un chemin, on dit « Ah, il faut qu'on revienne en arrière, on tourne à gauche », et on sent qu'on est prêt quand on a trouvé l'entrée, la sortie, et qu'on peut se balader dedans, et c'est très agréable. Alors vous êtes 3 sur le plateau, donc là aussi il y a quelque chose de très intime que permet le studio aussi, que permet en plus le studio théâtre, mais le studio 37 d'enregistrement. C'est le livre d'André Chédid s'appelle L'enfant multiple, et c'est vrai que ce côté multiple, je trouve qu'il est là à plein d'endroits. Adèle, elle est multiple. Elvis, il est multiple. Il y a aussi, pour pouvoir peut-être donner quelques clés aussi, ce langage, ces adresses qu'on a, qui sont de temps en temps, vous, en fait, vous êtes au Margeau parce que vous faites des tests, et puis vous êtes vous-même, et puis... Voilà, on se promène, hein, mais sur une matière qui est quand même très changeante. C'est trop fort ce que vous dites, je n'avais pas du tout, mais bien sûr. Non, mais c'est vrai qu'en plus on existe tous les 3 à plein d'endroits. Bah déjà parce que tout ce que ça ouvre, ce dont on parlait, et puis même par rapport au temps. Il y a une notion du temps dans cette heure dans laquelle on accepte de se perdre. On ne sait plus si c'est des ellipses, on ne sait plus si il y a des moments comme ça où c'est très agréable, et c'est comme une multicouche de plusieurs moments. Ça pourrait presque, ça se trouve, être sur plusieurs jours. C'est vrai qu'il y a quelque chose comme ça ça existe très fort, le multiple. Oui, c'est très juste. Et c'est vrai qu'aussi, au début, moi, pour me rassurer, je disais, Léon, c'est Léon, le personnage que Guy Zilberstein a inventé, mais c'est aussi Maxime d'André Chédid. Elvis, c'est le speaker qui vient faire la voix du podcast, mais c'est aussi Omar Jo. Et puis Claire, c'est Adèle, mais c'est aussi Omar Jo, quand elle essaye, parce que je me disais, qu'est-ce qui se rapproche le plus de la voix de l'enfant ? C'est une jeune femme ou alors c'est un jeune garçon ? Je voulais voir. Alors c'est comme ça qu'ils essayent, et on assiste à effectivement qui représentera le mieux la voix de l'enfant et le corps de l'enfant. Mais en même temps, des images, j'avais envie que l'enfant soit là, donc des images d'enfants se projettent sur ce tulle. Oui, aussi. Ouais. Et qui donc, par essence, comme c'est un tulle, laisse tout est perméable en fait. Donc ça, c'est quand même très agréable parce qu'on vous voit derrière, en même temps on a ces images. En effet, vraiment l'idée de l'image mentale que nous aussi, on peut se représenter. Il y a quand même aussi une dernière chose dont on n'a pas parlé et qui est pourtant, j'ai l'impression, j'ai vu un petit moment de théâtre, mais c'était très présent, qui est la musique. Oui. La musique, elle est là. Oui, Qu'est-ce qu'elle dit, la musique ? Qu'est-ce qu'elle nous raconte ? Quel cap ça donne ? Moi, j'ai la sensation que la musique, elle fait ce que fait quand il y a... Alors, soit elle accompagne des images, comme au cinéma, et souvent la musique, quand elle est présente... moi, je suis très émue d'avoir qu'on ait décidé de mettre de la musique du frère d'André Chédid, Gabriel Sab, et qui est sur des images du Liban, mais... je suis aussi persuadée que la musique, elle nous fait partir ailleurs, et on a besoin de cette plage. Et dans des émissions, on entend bien, après cette conversation philosophique, nous allons écouter un petit peu de Bach et Bach et puis Mozart et puis les Stones. Oui, ça fait un temps. Ça fait un temps qui va nous permettre de réfléchir. Le rythme aussi dont parlait Claire. Voilà. C'est des pauses aussi. Ouais. Et puis, voilà. C'est une manière aussi d'accuser en soi-même le sens de ce qui est en train d'être raconté. On a besoin de temps en temps d'avoir une sorte de temps un peu tampon, quoi. Ouais. Et habité par la musique qui nous aide à comprendre. Et puis c'est aussi l'idée du réalisme de la construction d'un podcast où il y a toujours un pont musical, il y a toujours une chanson à un moment donné.
Et vous parliez de lumière, de la lumière un peu au bout du tunnel, d'avoir compris à différentes échelles temporelles une signification. La lumière, c'est aussi quand même là dans ce spectacle cet enfant miraculé, cet enfant miraculeux aussi, une forme d'illumination. Quand il est miraculé, c'est pour lui-même. Quand il est miraculeux, c'est pour les autres. Et c'est pour ce qu'il leur procure. Donc il y a aussi cette polysémie finalement. L'enfant lui aussi, il porte ça. Oui, l'enfant l'enfant, c'est pas une victime comme les autres, comme le dit Adèle. C'est un enfant qui a effectivement, parce qu'il a vécu ce qu'il a vécu, il va pouvoir comprendre la douleur de tous les gens qui ont vécu ça. André Chédid fait allusion aussi à la grande occupation, à l'horrible occupation de la Deuxième Guerre mondiale en France. Et donc, elle fait allusion à tous ces enfants de la guerre, mais qui ont vécu, qui ont un peu oublié qu'ils étaient des enfants de la guerre. Parce qu'ils étaient tout petits et que maintenant ils sont un peu plus vieux et qu'ils pensent que c'est passé, mais c'est pas passé. La psychanalyse est nécessaire pour ça aussi. C'était parmi les choix d'Adèle que vous évoquiez, il y avait aussi ça. Elle aurait pu faire le choix d'une victime de la guerre, mais une histoire qui ne serait que désespérante, mais elle a choisi Omar Jo, qui est porteur d'espoir, qui est lumineux. Ouais. Et c'est quand on voit la jeunesse en Iran qui lutte et qui est porteuse de l'avenir, et c'est super beau, quoi. Ça ouvre encore. Et Anne, quand on a comme ça carte blanche, je veux dire, d'imaginer un spectacle, d'imaginer de mettre en scène quelque chose, pour vous cherchez quand même ce théâtre de combat, ce théâtre de réflexion. C'est pour vous nécessaire que le théâtre nous aide à penser l'aujourd'hui? Ah oui, puis je pense qu'aujourd'hui, il est très pertinent de ce théâtre de combat, mais moi je suis obsédée par la création, mais puis en plus moi j'aime mais je sais pas, par exemple un tableau qui me fait voir par exemple ce qu'il me fait voir, mais aussi la réflexion du peintre sur la peinture, l'état de la peinture où elle en est au moment où le peintre peint. Moi je pense que toute œuvre d'art contient une part de théorie, et elle n'est pas du tout rébarbative. Au contraire, elle nous raconte le temps dans lequel auquel cette œuvre d'art a été créée. Mais Claire, par exemple, est souvent revenue sur le fait qu'on soit dans un studio. Moi, j'aime beaucoup cette phrase de Peter Handke qui dit on ne peut pas raconter une histoire tant qu'on ne sait pas d'où on la raconte. Et c'est vrai que là, on n'a jamais perdu de vue qu'on était à la radio, et c'est vrai qu'on a essayé aussi, dans la forme, de raconter toutes les situations d'une radio. Ça, à la radio, quand même, la Comédie Française a un lien très privilégié avec la radio, avec France Culture. Mais vous-même, déjà, Anne, vous avez de la suite dans les idées, parce qu'il y avait 3 hommes dans un salon. Oui. Donc c'était déjà un studio, radio. Ah oui, moi j'aime. C'est quelque chose qui vous parle? Oui, enfin, ce qui me parlait au départ avec 3 hommes dans un salon, c'est parce qu'ils n'ont pas enregistré Brassens, Brel, ils ont enregistré. Ça fait beaucoup plus podcast ce qu'ils ont fait, puisqu'ils ont enregistré cette émission dans la cuisine de la belle-mère du journaliste, je crois, un truc. Pardon, voilà. Mais je voudrais dire son nom, Christiani, voilà. Mais c'est ce qui me plaisait pour 3 hommes dans un salon, c'est que c'est 3 auteurs qui parlaient. Et je pense que 3 auteurs, 3 poètes, ou 3 auteurs, parce que je crois qu'ils faisaient des chansons. Voilà, ils disent je ne suis pas poète, je fais des chansons. Mais 3 personnes qui écrivent des chansons et qui les chantent, ils parlent pas comme je parle moi. C'est des écrivains. Enfin, donc de toute façon, on entendait 3 écrivains parler de leur création. Donc moi, je suis très obsédée par la création. Oui. Et la création, elle est observée par tout un chacun de nous, et savoir, nous, l'observateur, si nous sommes voyeurs, témoins ou spectateurs, eh bien, je laisse cette grande question à tous ceux qui je pense qu'ils sont témoins, je préfère répondre. Ils sont témoins. Ils sont témoins. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci. À noter donc Omar Jo, son manège à lui, de Guy Zilberstein, d'après André Chédid, Studio Théâtre, du 21 septembre au 3 novembre, mise en scène par Anne Kessler. C'est la fin de cet épisode, réalisé par Andrea Vilchange et Zélie d'Allemagne. On se retrouve lundi prochain, 8h, avec un nouvel épisode de Quelle comédie. En attendant, bonne semaine à toutes et à tous avec la Comédie Française.